Yaurana et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice. 60%, c'est le nombre d'entreprises qui ont été mal préparées face aux cyberattaques. Pourtant, avec la digitalisation croissante, protéger nos données est une priorité. Ça sera notre sujet du jour avec, d'un côté, Luc Owen, directeur adjoint de la DSI, la direction des systèmes d'information Yorana. Yarana. Alban Gabillon, professeur d'informatique à l'UPF, Yorana. Yorana. Maxime Terrassin, gérant de Foxit Cybersécurité. Yorana. Et enfin, Léo Peuillot, avocat en droit du numérique. Yorana. Alban, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par protection des données? Qu'est-ce qu'on entend aussi par la cybersécurité? La différence entre les deux? Alors, je vais donner une définition d'universitaire pour la protection des données. La protection des données recouvre 3 objectifs. La confidentialité des données, c'est l'objectif auquel on pense en premier, en fait, s'assurer que nos données restent confidentielles et divulguées uniquement à ceux qui ont un droit légitime à les consulter. L'intégrité des données, éviter que nos données soient corrompues ou détruites ou même utilisées de manière inappropriée, comme par exemple, ça se voit de plus en plus avec l'IA dans des fausses photos ou des fausses vidéos. Donc, si on peut définir les données, justement, est-ce qu'on parle que de données sensibles ou on parle de toutes les informations? Là, je parle de toutes les données possibles, les données de personnel, les données de travail, toutes les données possibles. Et puis, il y a un troisième aspect qu'on oublie aussi, c'est la disponibilité. Les données doivent toujours rester disponibles lorsqu'on en a besoin. Et ces 3 objectifs sont parfois antagonistes. Donc, il faut pouvoir faire des compromis entre ces 3 objectifs. Et quand on parle de cybersécurité, la différence entre les deux? La cybersécurité, c'est tout le monde de la sécurité informatique, en fait. Ça recouvre à la fois le problème du hacking, ça recouvre aussi toutes les techniques de protection qui existent, que ce soit le contrôle d'accès, la cryptographie. Ça désigne, en fait, l'écosystème qui tourne autour de la sécurité informatique. Luc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu incontournable? C'est incontournable parce qu'effectivement, on a une évolution vers le monde du numérique. Les solutions informatiques se développent à tous les niveaux et en même temps, il y a de gros enjeux et personne n'est épargné. Donc, on peut être en Polynésie comme être dans un grand pays, on subit les mêmes risques aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de risques. Maxime, c'est pour ça que tu as monté Foxit. C'était pour justement éviter de faire prendre des risques aux utilisateurs? Exactement, mon travail, c'est de limiter les risques, pour les particuliers un peu moins, mais surtout pour les entreprises, parce que tout est une question de faire de la sécurité adaptée par rapport à son propre besoin, à ses menaces particulières, et donc ce qu'on résume en termes de risques de sécurité. Alors, quand on parle de protection de données, de cybersécurité, obligatoirement, on a les visions des films, le gars avec 3 écrans, les chiffres verts qui défilent. Tuc, 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 tuc. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie? Dans la réalité, c'est un peu plus complexe, un peu plus mitigé, j'ai envie de dire, par rapport à la fantaisie qu'on voit dans les films. C'est une question de budget, une question de coût, une question de est-ce que j'arrive à évaluer mon risque et quelle est ma menace. Et du coup, trouver les bonnes personnes pour m'accompagner, pour choisir les bonnes solutions de sécurité, pour sensibiliser mon personnel, pour former mes équipes et donc trouver des gens aussi compétentes pour qu'au quotidien, on puisse superviser, alerter, qu'on puisse détecter les menaces et y répondre. Alors, en toute logique, Léo, plus le monde se digitalise, plus les litiges sont nombreux. Quel est ton regard sur ça? C'est la réalité? Alors clairement, on remarque que de plus en plus, les gens, dans le mode pro, dans le monde perso, les gens sont partout, ont des comptes dans tous les réseaux sociaux, dans tous les forums, les sites. Tout le monde veut être inscrit partout, tout le monde est connecté à tout. On ne veut pas être à la traîne, on veut être partout, d'un point de vue perso. Et d'un point de vue pro, de nos jours, je ne connais pas un business qui n'aurait pas une petite page Facebook, un petit compte Instagram, un site web. Donc il y a toujours une connexion à un réseau. Et donc, toutes ces connexions doivent être effectivement encadrées, protégées. Et moi, je le vois bien dans mon activité, qui ne repose quasiment que sur ça, principalement. Beaucoup de gens qui, à titre perso, ont eu un problème avec leur compte Facebook, compte Instagram, des photos qui ont été peut-être prises, volées, mises sur un autre réseau, des comptes qui ont été piratés. C'est assez large, en fait. Et dans le monde, par rapport aux pros, aux entreprises, également beaucoup d'entreprises qui viennent me voir en disant écoutez, on a tel logiciel, est-ce que le contrat nous protège? Si j'ai un pépin, comment on fait pour anticiper? Donc un peu de la même façon que le fait Maxime, je suis là pour éviter les problèmes, les anticiper
Et en cas de crise, régler les crises, les problèmes, intervenir, faire les plaintes nécessaires, activer les clauses, les contrats nécessaires. Donc c'est effectivement de plus en plus en Polynésie de problèmes par rapport à la cybersécurité. Ce qui est bien, c'est dans tes propos, c'est qu'apparemment il y a un petit peu d'anticipation. Est-ce que Alban, à l'UBF, on forme la nouvelle génération justement à anticiper les futurs problèmes, les futurs hacks? Alors à l'UPF, nous avons une licence informatique et en 3e année, nous avons un cours de cybersécurité que je dispense. Et dans ce cours de sécurité, je forme les étudiants, je leur donne une culture générale sur la cybersécurité. Il faut un petit peu d'initiation au hacking, bien sûr, hein, pour savoir un petit peu ce que c'est, mais je leur donne surtout une culture sur la cybersécurité pour en quelque sorte, pour que un jour ils puissent espérer, si ça les intéresse, adopter, en tout cas devenir des responsables de la sécurité dans les organisations, se former au métier de RSSI. Alors, on vient de le voir justement avec vos 2 interventions, mais Maxime, il y a des secteurs qui sont priorisés par rapport à toutes ces attaques avec cette perte de données? Oui, tous les secteurs sont touchés, tous les types d'entreprises, mais il y a des secteurs qui sont priorisés, qui sont plus critiques. Donc, c'est des secteurs qu'on considère critiques. Et donc, bon, c'est pas un secret, hein, c'est des secteurs qui vont toucher directement à la vie, hein, sur un territoire, hein, dans un pays. Hein, tout ce qui est lié à l'énergie, tout ce qui est lié aux télécommunications, etc. Ce sont des secteurs plus critiques, hein, évidemment, tout ce qui est bancaire. Donc, qui ont certains, pas tous, une culture de la cybersécurité déjà plus ancrée. Et donc qui sont, on va dire, dans un niveau de maturité supérieur, entre guillemets. Mais on a des secteurs critiques dont on ne pense pas forcément et qui ont encore besoin, voilà, de travailler sur leur protection face aux menaces. Alors, est-ce qu'on peut parler des différents termes? Par exemple, on parle de cloud. C'est quoi le cloud, Maxime? De quoi est-ce qu'on parle? Le cloud, de manière générale, c'est un concept qui dit qu'on va externaliser notre système d'information, donc on va dire notre informatique, nos serveurs, on va les externaliser, les confier à un tiers qui a une autre infrastructure physique qui est située, que ce soit sur Tahiti ou sur un autre pays. Généralement, du coup, ça peut être au niveau mondial. Hein. Donc, on lui confie notre infrastructure physique et on a besoin ensuite d'une connexion Internet pour utiliser ces services-là. Donc, le cloud, c'est juste, je ne veux plus avoir chez moi mon matériel, mes serveurs, mes outils. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Moi, je veux juste avoir à les utiliser. Voilà, globalement, ce que c'est le cloud. Alors, je me souviens que quand j'étais petit et que je jouais aux petits jeux sur mon ordinateur, on parlait de cheval de Troie. Alban, on en parle encore aujourd'hui? Ou c'est d'autres termes? On en parle un petit peu moins, mais ils sont toujours très présents, puisque les chevaux de Troie, en fait, ce sont des logiciels espions, et qui sont aussi utilisés beaucoup pour répandre d'autres malwares, comme des ransomware ou ce qu'on appelle des rootkits. Voilà, malware, ransomware, Voilà. C'est quoi tous ces termes? Malware, c'est un terme générique pour désigner à peu près tous les logiciels malveillants. Donc il y a mal dedans, donc c'est maléfique. Un cheval de Troie est un malware également. Hein, D'accord. Il y a un virus est un malware, un ransomware est un malware. C'est tous les logiciels malveillants et qui sont introduits, diffusés souvent à l'insu des utilisateurs ou des administrateurs système. Et le ransomware dont tu parlais juste avant? Oui. C'est quoi exactement? Le ransomware, c'est un logiciel qui est installé sur ton ordinateur, par exemple, qui a été installé à ton insu et qui va chiffrer tes données et puis qui va ensuite effectuer une opération de chantage, c'est-à-dire qu'il va te demander d'envoyer de l'argent pour que tu puisses recevoir une clé qui va te permettre de déchiffrer, donc de récupérer tes données. On parle d'un autre terme. Vous avez peut-être entendu ça dans les informations ou ailleurs. Le DDoS, est-ce que Luc, tu peux nous en parler? En quoi ça consiste? C'est un type d'attaque par des nids de service. En fait, le principe, c'est de noyer en fait un système d'information par un nombre très important de demandes et de requêtes en fait. Donc, on va essayer de saturer le système pour que le système ne puisse plus répondre en fait. On parlait tout à l'heure de la disponibilité qui était un des facteurs de la cybersécurité. C'est ce type d'attaque. On va chercher à couper la connexion à un service qui est utilisé par les gens. Alors, l'erreur que l'on peut faire, c'est se dire, bon, comme on est à Tahiti, on est loin de tout, finalement, on est loin aussi des menaces. Mais ce n'est pas vrai, Luc? Non, c'est pas vrai parce qu'effectivement, comme le disait Maxime, donc il y a effectivement des secteurs privilégiés dans les attaques, mais même pour le particulier, en fait,
on a les mêmes risques que tout le monde, en fait, et quelle que soit la position dans le monde. Moi, je travaille pour l'administration donc, du pays. Effectivement, on fait partie des cibles privilégiées des attaques. Hein. On en a tous les jours. Et même, il y a une communication, par exemple, au mois de décembre, où effectivement, on a ciblé des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Mhm. Donc, effectivement, même si on est loin de tout, même si on est un tout petit pays avec des enjeux économiques qui peuvent être négligeables par rapport à ce qui se passe dans le monde, on reste malgré tout des cibles comme n'importe qui. Alors là, on parle de grosses attaques quand même. Léo, ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de cas, ce genre de Ah, litige? j'en ai tous les jours des cas, des personnes qui m'appellent, des entreprises ou des particuliers, parce qu'il y a eu une attaque, un problème. Euh, une fois, j'avais eu un cas de quelqu'un qui, du moins, avait fait l'objet d'un chantage avec un logiciel qui m'avait mandaté pour que je négocie avec les personnes. Il y a un avocat, ça va négocier, je vais faire un contrat, on va transiger. Et je lui avais dit non, mais on va pas transiger. Moi, je vais pas vous faire un contrat pour négocier avec ces personnes-là. Est-ce que vous avez un backup? Est-ce que vous avez votre système sauvegardé avec une version antérieure? Et heureusement, il en avait une. Donc, je lui ai dit, mais écoutez, voilà, vous allez faire votre backup et puis vous allez sécuriser tout ça. Vous prenez par exemple Maxime qui fait du très bon travail. Et voilà, il va vous faire ça très bien. Mais voilà, moi, ma politique, c'est tout ce qui est question, que ce soit les entreprises qui ont eu un ransomware ou un particulier qui est tombé sur un compte Facebook d'une jolie nana qui lui a demandé de l'argent, puis après arrive le moment où il faut rembourser, bah, elle dit non, elle disparaît. À chaque fois, je leur dis, bah, écoutez, l'argent, malheureusement, il est souvent perdu. Après, j'accompagne, et surtout les autorités accompagnent pour le travail de plainte et de trouver les personnes. J'ai eu plusieurs dossiers où on a pu remonter jusqu'à l'origine des personnes, on remonte jusqu'au pays en fait. Ah, donc il y a Donc, moyen de il y a trouver une moyen, solution. il y a vraiment moyen. Quand les gens sont en France, en Europe, souvent va. ça aboutit. Ok. Les gens s'imaginent que non, ça n'aboutit pas. En vérité, ça aboutit souvent quand même. Donc si on est victime, il faut quand même faire le geste. Il faut faire le geste d'aller déposer plainte, de me contacter si vous voulez, et en tout cas agir. Il faut pas. Souvent les gens ont honte en fait. Pour la partie des particuliers, pour les ransomware, bon, les gens ils peuvent rien. C'est un salarié qui a cliqué sur un lien, un pop-up, quelque chose qu'il fallait pas. Et donc, mais pour les particuliers, souvent les gens bêtement se font avoir et du coup il y a un peu de honte et ils veulent pas que ça se sache et donc ils veulent rien faire. Justement, on va parler de ça. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir un mail d'un opérateur téléphonique, par exemple, qui nous dit, ben tiens, tu as gagné un téléphone ou je ne sais quoi. Et donc, on hésite à cliquer. Est-ce que c'est plus ou moins le parcours classique quand on est une victime, Maxime? C'est vrai, c'est un parcours classique. On a cliqué sur le mauvais lien, on a ouvert la mauvaise pièce jointe. Parce qu'en fait, l'email est le vecteur de propagation aujourd'hui, numéro 1, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, hein, surtout, j'ai envie de dire, les 10 dernières années. Ça a toujours été le mail parce que c'est simple d'atteindre n'importe qui, de n'importe où qu'on soit dans le monde, avec un email. Il suffit d'avoir son adresse. Donc effectivement, le parcours classique d'une victime chez les particuliers, c'est avoir cliqué sur un mauvais lien qui va vous piéger et va vous demander des informations personnelles. Et donc la victime croit être sur un site légitime de sa banque, de son jeu où il a gagné, et donne en fait parfois un mot de passe, hein, malheureusement, ou des informations assez confidentielles sur sa personne, qui permettent ensuite de faire une étape supplémentaire pour une attaque qui va conduire, évidemment, peut-être pour la victime, de la perte d'argent, hein, tout simplement, du vol de données, etc. Donc quand on donne son mot de passe, bon, c'est encore pire. Mais des fois, il suffit même pas d'avoir donné son mot de passe pour être victime et avoir un impact dramatique. Donc la première des règles, c'est ne pas donner son mot de passe. Et puis comment est-ce qu'on peut savoir si le lien que l'on nous donne, parfois ça vient sur un compte Messenger, d'un ami ou de quelqu'un de la famille qui nous dit t'inquiète pas, tu peux cliquer sur le lien, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est un lien normal ou si c'est quelque chose qui risque de nous apporter des problèmes? Oui, ça peut être la difficulté pour certaines personnes parce qu'il y a une part de bon sens quand même, hein, pour tout le monde. C'est que déjà dans la vie, on a tous l'expérience. Rien n'arrive gratuitement, on ne gagne pas au loto sans avoir joué. Les jeux qui vous indiquent c'est formidable, vous avez été sélectionné. Bon, il faut avoir un esprit un peu critique quand même. D'un point de vue technique, il faut bien identifier qui nous l'envoie. Cette personne, c'est un très bon ami à nous et on ne discute jamais de ce genre de sujet. Pourquoi je cliquerai dessus? Il doit y avoir quelque chose d'inquiétant. Je l'appelle et je vais très vite voir au téléphone si c'est vraiment mon ami. Par email, on vérifie l'adresse email qui nous envoie ce message.
Souvent, c'est grossier quand même ce type d'arnaque. Il suffit d'avoir l'œil un peu aiguisé pour trouver des grossièretés, des fautes d'orthographe, des choses qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Parfois, malheureusement, ça peut être très bien construit aussi, hein, mais on n'est quand même pas tous victimes d'arnaques très très bien construites. Au contraire, en tant que particulier, on a plutôt affaire à des arnaques un peu grossières. Donc, il faut rester vigilant et surtout, dans le doute, il ne faut pas cliquer et donner d'infos confidentielles. Rester vigilant, c'est le maître mot quand il s'agit de protéger ces données. Est-ce que, Luc, tu estimes que le public, en général, est assez sensibilisé à ces risques? En fait, aujourd'hui, on expose beaucoup nos données. Donc, on peut prendre une position, ne pas dévoiler, ne pas s'inscrire sur tel ou tel site, mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, on utilise l'outil Internet, on va liker une publication, on va simplement réagir sur quelque chose qui est exposé sur le net. On collecte déjà des données sur nos usages, en fait. Le fait de liker une publication, ça va apprendre à la société qui est derrière, quel est le sujet d'intérêt de cette personne. Donc, c'est comme ça que les données sont collectées aussi à l'insu de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment l'usage, et même si on fait attention à ne pas dévoiler nos informations personnelles ou bancaires, etc., mais de toute manière, on a des tas d'informations qui viennent d'ailleurs, en fait, aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter, quelles sont les pratiques simples que tout le monde peut faire pour éviter justement ça? Déjà, on vient de le dire, ne pas cliquer sur un lien qui vient de n'importe où, analyser un petit peu. Mais on parle aussi d'avoir un antivirus, d'avoir un firewall, un pare-feu. Est-ce qu'il y a des petites astuces comme ça qu'on peut donner aux téléspectateurs? Des astuces particulières. Bon, avoir un antivirus, un pare-feu, ça, j'en parle pas, parce que maintenant, dans les systèmes d'exploitation, il y en a un par défaut. Donc, l'utilisateur n'a même plus de démarche particulière à faire, il me semble. Après, les astuces que je pourrais donner, c'est quant à la gestion de ses propres données, que ce soit ses données de travail ou ses données de personnel. Bon, bien sûr, ne pas divulguer trop de données personnelles sur Facebook, ça c'est évident. Mais quant à ces données de travail, il faut essayer d'abord de bien réfléchir à qu'est-ce que je veux protéger également, quels sont mes objectifs. Réfléchir d'abord à ce qu'on appelle en sécurité informatique une politique de sécurité, même si c'est pour ses propres données. Il y a des choses que je veux protéger et puis d'autres pas. Moi, personnellement, je veux que mes données restent disponibles. C'est-à-dire, partout où je me déplace, je veux toujours retrouver mes données. Je veux retrouver mes données sur mon téléphone, je veux retrouver mes données sur tous les ordinateurs que j'ai. Je suis professeur d'informatique, j'en ai chez moi, j'en ai au bureau. Donc, je veux toujours que mes données soient disponibles. Donc, je les mets sur le cloud. Voilà. Je les mets sur le cloud et je les retrouve toujours. Est-ce qu'elles sont chiffrées? Parce que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que moi, préalablement, avant de déposer mes données, je vais les chiffrer? Je ne gère pas de secret défense. D'accord? Donc, j'ai pas besoin de chiffrer. Donc, je ne vais pas chiffrer mes données. Je vais pas chiffrer mes données parce que je pourrais vouloir me protéger du fournisseur de cloud. Mais je ne gère pas de secret défense. Donc, je ne vais pas chiffrer mes données. Il y a, par contre, un fichier que je vais chiffrer, c'est le fichier qui gère où sont enregistrés tous mes mots de passe. Parce que je veux aussi que mes mots de passe soient disponibles partout. Donc mes mots de passe, je les stocke dans le cloud. Généralement, il n'y a pas des applications qui peuvent gérer justement les mots de passe? Non, mais quand je dis je chiffre, ce sont les applications que j'utilise qui vont chiffrer mon fichier de mot de passe. Et mon fichier de mot de passe se retrouve dans le cloud. Voilà, et c'est en fait mon seul fichier qui est chiffré. Parce que mes mots de passe sont très confidentiels, bien sûr. Je vais juste parler rapidement des mots de passe. On est d'accord qu'il faut aussi changer son mot de passe, ou en tout cas mettre un mot de passe assez puissant. Est-ce que tu as des conseils éventuellement pour nos utiliser un password manager. Utiliser un password manager. Alors, on peut utiliser les password managers C'est quoi exactement? C'est un gestionnaire de mots de passe. Pardon, en français, gestionnaire de mots de passe. Alors, les navigateurs en fournissent. On peut les utiliser. Moi, personnellement, je préfère avoir un gestionnaire de mots de passe de bureau que j'installe sur tous mes appareils. Et ce gestionnaire de mots de passe va enregistrer ma base de données de mots de passe dans le cloud. Et elle est chiffrée. Voilà. Et en fait, il n'y a qu'un seul mot de passe que je retiens. C'est le mot de passe qui me permet de déchiffrer ma base de données de mots de passe. Tout simplement. Et n'oubliez pas de ne pas mettre Kiki, mon petit chien, 1, 2, 3, 4 sur vos différents réseaux ou sur vos mails. Léo, depuis tout à l'heure, on parle finalement quand on est victime, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais qu'en est-il de ceux et celles qui s'attaquent justement à ces données? Qu'est-ce que l'on risque si on veut faire le hacker du dimanche et essayer de voler les données de telle ou telle personne? Alors, il y a autant de... Quand on parle de hacking, c'est pas une infraction, il y a autant d'atteintes
que de délits, que de façons de procéder, donc de sanctions différentes. Je vais pas vous faire la liste complète de chaque article, chaque sanction. De manière générale, ça peut aller assez loin. Mhm. Ici, dans ma pratique, est-ce que j'ai eu des cas de hackers qui avaient hacké les systèmes? J'ai pas eu des vrais hackers, malheureusement. J'ai eu des gens qui vont accéder à un téléphone qui peut être sur une table, ils ont le mot de passe, et du coup, ils vont, à travers le téléphone, se connecter, récupérer les mots de passe, et se connecter plus tard avec leur navigateur depuis chez eux. Ce genre de choses, j'ai pu le voir assez fréquemment. Après, des vrais hackers ici qui vont s'introduire dans des systèmes et qui vont volontairement vous la faire du chantage, Mm. du ransomware, j'ai pas eu de cas ici de grands pirates, heureusement d'ailleurs. Alors Plutôt des victimes malheureusement. Après, qu'est-ce qu'on risque? Ça peut aller très très loin, des peines de prison, des peines d'amende, et puis même en termes d'image. Tout à l'heure, on en parlait en off. L'image du hacker, du surdoué qui va du coup pirater des grandes sociétés et qui après va se faire embaucher par le FBI ou la CIA, et qui sera le génie qui va du coup sauver les grandes entreprises. c'est un rêve. C'est un finalement. rêve. Et il y a peut-être ici des gens en Polynésie, des gens qui ont ce niveau, mais je pense que les gens qui ont ce niveau sont déjà embauchés, ils ont un travail, ils sont dans une bonne situation, et tout va très bien pour eux, ils n'ont pas besoin de se mettre en danger et de risquer d'aller en prison en allant pirater je sais pas qui. Dans ce cas-là, revenons sur des entre guillemets petits hackers. On a tous déjà, même sans faire exprès, regardé un film qui n'était pas sur une plateforme officielle, par exemple, ou télécharger une musique illégalement parce qu'on a envie de l'écouter sur son Alors, c'est vrai téléphone. que Qu'est-ce qu'on souvent, risque? souvent les gens, quand on parle de piratage, les gens vont dire ah oui, le film que j'ai piraté, ah ben j'ai piraté la musique, tu l'as trouvé, oui, le nouveau film, j'ai pu le pirater. Mhm. Est-ce que c'est vraiment du piratage au sens du piratage cybersécurité avec une vraie technicité? Non, en vérité, de nos jours, il y a plein d'outils où les gens vont dans des registres ou dans des champs à remplir. On tape le nom du nouveau film qui est sorti, il apparaît, on clique sur télécharger, il arrive. Alors, c'est interdit, effectivement, tout contenu original est donc protégé par un droit d'auteur. Et le droit d'auteur, si on contrefait ce droit, on devient contrefacteur et donc on commet un délit, la contrefaçon, et donc punit ça par des peines de prison et une amende. En vérité, en tout cas, dans ma pratique en Polynésie, j'ai quand même le sentiment que les autorités ne sont pas très sensibles à ces questions. En tout cas, pas très regardante sur, Enfin, sur ce genre je parle de en termes de répression, j'ai pas vu beaucoup d'affaires où la contrefaçon a été, où ça allait jusqu'au bout, quoi. C'est les dossiers qui sont pas prioritaires. C'est vrai que par rapport à la lutte contre les stupéfiants, l'AS, les femmes battues, les meurtres, les viols, tout ça, quelqu'un qui a téléchargé le nouveau Batman, bon, c'est un Oui, peu ça moins vient en urgent. second Et plan, du coup, oui. c'est traité de manière vraiment pas très rapide, quoi. Alors, je vois que Maxime veut réagir. Oui, parce que ça me vient à l'idée, par contre, en entreprise, hein, quand vous travaillez dans une entreprise et que vous faites ce genre d'activité avec les moyens de l'entreprise, bon, ça m'est arrivé un nombre de fois important en Polynésie, hein, en travaillant en tant que responsable de la cybersécurité dans une entreprise. On a les moyens de détecter, c'est pratique. Évidemment, celui qui peut être tenu responsable, c'est aussi le directeur général d'une entreprise. Donc, il va être capable de sanctionner un salarié qui télécharge avec les moyens de l'entreprise ou qui commet des activités illicites. Alors, ça ira, je pense pas jusqu'à dépôt de plainte, mais vous pouvez perdre votre travail, c'est ce qui est déjà assez J'ai significatif. déjà eu des Donc, cas. il faut ouais. faire attention à Ça, il y ça. en a des cas. hein, Ne pas télécharger localement. de films au bureau parce qu'il y a la fibre ou ce genre de choses. Pour Exactement. revenir très rapidement sur, finalement, tout à l'heure, on parlait de sensibilisation. Alban, est-ce que tu as l'impression avec tes élèves et avec les jeunes de l'université que ce sujet touche de plus en plus de personnes et que les gens font de plus en plus attention? Oui, indéniablement. Les gens sont de plus en plus avertis. Ils sont, dans les employés, souvent, suivent des campagnes de formation, de sensibilisation. À l'UPF, par exemple, nous avons des campagnes de sensibilisation à la cybersécurité, ce qui ne nous empêche pas d'être victimes de temps en temps, hein. Nous avons eu des attaques, nous aussi, à l'UPF, et nous avons été victimes. Mais de plus en plus, les employés font attention. Bon, les étudiants, je les forme, hein, donc j'espère qu'ils écoutent mon cours. Ils ont intérêt à, Voilà. à faire attention. Sinon, ils n'ont pas le cours, de toute façon, ils n'ont pas une bonne note. Mais même les employés de l'UPF sont de plus en plus sensibilisés. Voilà. L'UPF a reçu justement une labellisation en cybersécurité de l'ANSSI. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'apporte finalement ce label au cours que tu donnes? Alors, c'est un label qui est délivré par l'ANSSI, qui est délivré à mon cours, en fait, hein, le cours cybersécurité. C'est un label CyberEdu qui s'appelle,
qui est décerné aux formations qui ne sont pas spécialisées en sécurité informatique, mais qui assurent un minimum de formation en cybersécurité. Donc, notre licence informatique est labellisée CyberEdu. Et les amis, on pourrait en parler pendant encore 2 heures, mais c'est déjà la fin de notre émission. Pourquoi pas un épisode 2 ou un autre sujet autour de l'informatique et de protéger ces données. En tout cas, j'espère que vous avez bien retenu les astuces de nos invités. Merci d'ailleurs, messieurs, d'être intervenus sur notre plateau. Merci. Merci. On vous rappelle que vous avez les différents sites pour vous renseigner. Le site de la DSI, par exemple, c'est service-public.pf/DSI et le site de l'UPF, upf.pf, tout simplement. C'est la fin de notre émission. Nous, on se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, très bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VATT. Maururu itotato farerir a Trahoma Parhana.